I think that every time you see the word EBITDA, you should substitute it with bullshit earnings. Charlie Munger. L'EBITDA est l'un des indicateurs les plus utilisés en finance, notamment pour valoriser des sociétés, notamment avec la méthode des comparables. Il suffit, selon cette méthode, pour valoriser une société, d'avoir un multiple d'EBITDA, donc la valorisation est un multiple d'EBITDA. Et donc moi, j'ai juste à prendre mon EBITDA. Par exemple, si mon EBITDA, c'est 100 000 euros et que un multiple d'EBITDA pour une entreprise comparable, c'est 10, eh bien, je fais 10 fois 100 000 euros, j'obtiens 1 million. Ma société vaut 1 million d'euros. Pourtant, aujourd'hui, de nombreuses voix se lèvent contre l'EBITDA et considèrent qu'il est un peu surcoté. Je suis Corentin Godelot, je suis responsable du contenu chez Figure et moi, je suis un véritable passionné de finance d'entreprise. J'ai fait l'ESCP avec un master spécialisé en finance d'entreprise et mon rôle sur cette chaîne, c'est de démocratiser la gestion financière pour les dirigeants de PME. Commençons déjà par définir très rapidement ce que c'est l'EBITDA. L'EBITDA, c'est l'équivalent de l'excédent brut d'exploitation en français. Pour définir l'EBITDA, il faut repartir de ce que c'est le cycle d'exploitation. Lors du cycle d'exploitation, on a à la fois de la création de richesse et à la fois de la destruction de richesse. Et ça se matérialise au compte de résultat par des produits et par des charges. On appelle ça les produits d'exploitation et les charges d'exploitation. En faisant la différence entre les deux, entre le produit d'exploitation et les charges d'exploitation, j'obtiens mon excédent brut d'exploitation, aussi appelé l'EBITDA. En anglais, EBITDA, ça veut dire Earning Before Interest, Depreciation and Amortization. Donc très concrètement, en fait, c'est le résultat net, mais avant d'avoir enlevé les intérêts, les taxes, dépréciation, amortissement, provisions, etc. Dans cette vidéo, je vais vous montrer pourquoi l'EBITDA a autant été considéré comme un super indicateur pour une entreprise. Et enfin, je vous montrerai pourquoi il y a autant de personnes qui se lèvent contre cet indicateur, qu'est-ce qui lui reproche tout particulièrement. Nous sommes dans les années 80 aux États-Unis, l'industrie des télécommunications et des médias est en pleine effervescence. Les câbleaux opérateurs voient leur entreprise se développer à une vitesse fulgurante. Mais il y a un problème. Ces entreprises qui investissent massivement dans leurs infrastructures accumulent des montagnes de dettes et affichent souvent des bénéfices nets insignifiants, voire des pertes sur leur compte. Dans ce contexte, John Malone, surnommé le roi du câble, alors à la tête d'une de ces entreprises, TCI, et qui est considéré comme un génie financier, sait que les bénéfices nets d'une entreprise ne racontent pas toute l'histoire d'une entreprise en pleine croissance. À l'époque, dans les années 80, il faut savoir que les investisseurs regardent principalement le résultat net quand ils choisissent d'investir ou non dans une société. Et en fait, le problème, c'est que à l'époque, ces opérateurs, ils font des gros investissements en infrastructure. Et le problème, c'est que ces gros investissements en infrastructure, ils provoquent deux choses. La première chose, c'est qu'en augmentant beaucoup les actifs immobilisés, on augmente aussi beaucoup la dotation aux dépréciations et amortissements des entreprises. Or, ces éléments-là, c'est des éléments qui, plus il y en a, plus ils réduisent le résultat net. La deuxième chose aussi, c'est que pour financer ces infrastructures, il faut de la dette. Et cette dette, forcément, il faut la payer et il y a des intérêts. Et donc, plus il y a de dettes, plus il y a d'intérêts globalement. Et pareil, les intérêts, c'est un élément négatif qui vient se soustraire à l'EBITDA et qui vient réduire le résultat net. John Malone est à la tête de TCI, comme je vous ai dit, mais son objectif, c'est d'acheter des sociétés, de les revendre, de se faire financer par des investisseurs. En bref, il a besoin de l'argent des investisseurs. Son idée, c'est de promouvoir un nouvel indicateur. Un indicateur qui ne prendrait pas en compte les intérêts à payer de la dette et qui ne prendrait pas non plus en compte les dépréciations et amortissements qui sont liés aux actifs non courants immobilisés qu'il finance. Il se lance ainsi dans la promotion de l'EBITDA. Et ça marche. Malone parvient à promouvoir l'EBITDA comme un bon indicateur auprès des investisseurs et ce pour 3 raisons. La première, c'est que l'EBITDA, ça parle aux créanciers. Les banques et les prêteurs adorent cet indicateur car en fait, il montre très simplement si une entreprise peut ou non payer ses intérêts. Donc là, je parle bien des créanciers qui prêtent. Je ne parle pas des investisseurs qui apportent de l'equity. Donc ça, c'est deux choses différentes. La deuxième chose, c'est que l'EBITDA séduit aussi les investisseurs. Parce que les investisseurs, grâce à cet indicateur, parviennent à mieux
comparait les sociétés entre elles, même si elles ont des structures de financement et des politiques d'amortissement différentes. Et Malone, il ne faut pas se mentir aussi, la troisième raison pourquoi il arrive à convaincre les investisseurs et à promouvoir l'EBITDA comme un nouvel indicateur, c'est qu'il est bon pour vendre une vision à long terme et montrer que le résultat net, même si aujourd'hui il n'est pas élevé ou voire négatif, il va s'améliorer. Non seulement Malone a réussi à faire de TCI un géant de la télécommunication au niveau mondial, mais il a aussi réussi à faire de l'EBITDA un super indicateur de référence en finance. Aujourd'hui, l'EBITDA est un indicateur de référence en finance pour 3 raisons. Il permet de comparer les entreprises entre elles. Il est un indicateur qui est assez proche du cash, même s'il n'est pas du tout équivalent, mais il s'en rapproche. Il est simple, rapide à calculer et facile à interpréter. Mais l'EBITDA est loin d'être parfait. John Malone lui-même disait de l'EBITDA que c'est un outil pratique pour raconter une bonne histoire. Et on peut se questionner sur les réelles intentions de Malone à l'époque. Pensait-il réellement que l'EBITDA était un bon indicateur ou est-ce qu'il essayait un petit peu de convaincre les investisseurs à leur insu juste pour son bénéfice personnel? Aussi, selon certains observateurs, on dit que Malone détestait payer des impôts et l'une des manières de réduire ces impôts justement, c'est d'augmenter ses charges au compte de résultat, donc que sont les intérêts et que sont les dépréciations et amortissements. Donc comme ça, Malone gagne sur tous les tableaux, il valorise son EBITDA auprès de ses investisseurs pour lever plus d'argent. Ensuite, il maximise les éléments qui vont venir baisser son résultat avant impôt pour payer le moins d'impôts possible. Il a un résultat net qui est faible et ça n'empêche pas de convaincre des investisseurs. Ça peut du coup questionner. À l'inverse, Warren Buffett, qui est l'un des investisseurs peut-être les plus connus aujourd'hui, n'aime pas l'EBITDA. Et ça me permet d'introduire la deuxième partie de cette vidéo où on va voir les raisons pour lesquelles l'EBITDA est un indicateur qui n'est pas si intéressant que ça et assez critiqué. Donc la raison numéro 1 pour laquelle l'EBITDA n'est pas un indicateur parfait et pourquoi Warren Buffett en particulier n'aime pas l'EBITDA, c'est parce qu'il ne prend pas en compte les D&A justement, les dépréciations et amortissements. Selon lui, c'est absurde qu'une entreprise qui est obligé d'investir 10 fois plus en CAPEX, donc qui a 10 fois plus de D&A pour simplifier, mais qui a le même EBITDA qu'une autre, soit valorisée de la même manière. Autrement dit, en fait, 2 sociétés qui ont le même EBITDA seraient valorisées de la même manière, alors que la société 1 a dû, pour obtenir cet EBITDA, investir 10 fois plus en CAPEX que la deuxième, et donc à 10 fois plus de D&A que la deuxième. Pour lui, c'est absurde en fait. C'est absurde qu'elles soient valorisées de la même manière. Donc pour lui, en fait, considérer que les 2 sociétés devraient être valorisées de la même manière, c'est considérer que payer les CAPEX, c'est $1 pour l'entreprise. En fait, les D&A, si on considère qu'ils sont pas importants aujourd'hui, c'est oublier que ces D&A, ils sont la résultante d'un actif immobilisé qu'on a dû payer dans le passé. Et ces CAPEX, c'est vraiment des éléments qui sont sortis de notre trésorerie. Donc ils sont pas du tout indolore. D'ailleurs, il cite une phrase assez marrante. Le management croit-il que c'est la fée Clochette qui paye pour les CAPEX? Un élément assez drôle, c'est imaginons une entreprise qui aujourd'hui paye pour les salaires de ses salariés pour les 10 prochaines années. Donc par exemple, si elle a 100 000 euros de salaire annuel, ou on va dire plutôt 1 million d'euros de salaire annuel, et qu'elle paye les 10 années de salaire, donc 10 millions aujourd'hui, elle les paye day one pour 10 ans, ok. Et maintenant, elle met en dépréciation et amortissement chaque année les salaires et qu'elle considère que c'est un élément non cash parce qu'elle l'a déjà payé. On peut se demander si vraiment on considérerait ça comme quelque chose de pas pertinent et qu'il faudrait pas le prendre en compte pour la valorisation. C'est un peu pareil avec les CAPEX. Alors le deuxième élément, qui est un élément peut-être un peu moins majeur, c'est qu'il ne prend pas en compte le paiement des impôts. En fait, ne regarder que l'EBITDA, se considérer que si on a un EBITDA positif, ça veut dire que l'entreprise tourne bien, c'est oublier en fait le paiement des impôts parce que effectivement, il peut y avoir en fait des impôts imprévus. Donc dans les impôts, j'inclus la TVA, j'inclus l'impôt sur les sociétés, j'inclus l'URSSAF. C'est des éléments que seulement regarder l'EBITDA, on peut peut-être être un peu biaisé et ne pas anticiper certains de ces paiements. Le troisième élément, c'est que ça prend pas en compte les intérêts financiers. Alors pour le coup, c'est vraiment le même raisonnement que sur les D&A, sur les dépréciations et amortissements. Au même titre qu'il est absurde de valoriser 2 sociétés qui ont le même EBITDA mais qui ont dû investir des montants en CAPEX qui sont inégaux, c'est pareil avec la dette en fait. Si une société doit payer 10 fois plus d'intérêts financiers pour obtenir le même EBITDA, on peut se demander si vraiment
elle doit être valorisée de la même manière qu'une autre société. Le quatrième élément, c'est que le problème de l'EBITDA, c'est qu'il peut être un peu facilement manipulé. En fait, il y a une notion dans l'EBITDA qui est assez connexe, c'est l'EBITDA ajusté, qui est pas mal utilisé en finance. Et l'objectif, c'est d'ajuster l'EBITDA. Je ne sais pas si vous connaissez WeWork. WeWork, c'est une société qui avait levé des milliards d'euros avec une société qui n'était pas tech du tout. Et donc, ils faisaient juste de l'immobilier. Ils ont levé des milliards parce qu'ils avaient un fondateur très charismatique. L'une des manières qu'avait WeWork de réussir à lever toujours plus de fonds, c'était en ajustant leur EBITDA. Donc, sans rentrer dans les détails, en gros, ce qu'ils faisaient, c'est qu'il y avait certains éléments qui, pour eux, étaient ponctuels, qui n'étaient pas récurrents. Et donc, il l'enlevait de l'EBITDA, c'est-à-dire il le rajoutait, il l'enlevait en moins, donc il le mettait en plus, pour augmenter leur EBITDA, pour gonfler leur EBITDA de manière un peu arbitraire. Un autre élément, c'est pour une société un peu plus petite, c'est le salaire du fondateur qui peut être arbitré entre soit 100% salaire, soit 100% dividende, soit un mix des deux. Donc il y a évidemment une question d'optimisation fiscale, mais en fait, pour une petite société, le salaire du fondateur, ça va représenter un pourcentage de l'EBITDA assez important. Et donc ce choix, il peut entraîner un EBITDA vraiment très différent selon si le salaire du fondateur est compris ou pas. Et donc ça peut totalement biaiser, par exemple, une valorisation en utilisant une méthode décomparable, évidemment. Le cinquième élément qu'on peut critiquer de l'EBITDA, c'est que ce n'est pas un élément cash, c'est un élément du compte de résultat. Déjà, premièrement, il y a pas mal d'éléments qui sont dans le compte de résultat, qui sont dans l'EBITDA, qui n'ont pas encore été payés. Donc cette différence-là, on appelle ça le BFR. Le BFR, c'est les stocks plus les créances clients moins les dettes fournisseurs. Et donc justement, c'est l'un des ajustements qu'on doit faire quand on passe du compte de résultat au tableau de flux de trésorerie. Dans une méthode indirecte, c'est enlever la variation du BFR. C'est justement pour ça. On reprend un peu les autres éléments, mais évidemment qu'ils ont un peu un impact sur le cash. On pense par exemple aux intérêts financiers. Ces intérêts-là, ils doivent être payés avec du cash. On pense également aussi aux impôts. Les impôts doivent être payés avec du cash. Les D&A, c'est pas un élément cash, comme on l'a dit, mais il renvoie à la notion de CAPEX. Et donc forcément, en fait, c'est juste qu'ils ont été payés à un autre moment et qu'ils sont dilués dans le temps. Mais en fait, des D&A élevés, ça peut vouloir dire qu'en moyenne, il y a eu beaucoup de cash dépensé en investissement. Sixième élément de critique de l'EBITDA, c'est que c'est un indicateur de profitabilité et pas de rentabilité. Alors évidemment, cette critique, on peut la faire pour tous les indicateurs de profitabilité. On pourra toujours leur dire, en fait, tu es un indicateur de profitabilité, donc cette critique, elle vaut pour tous les indicateurs de profitabilité. Mais l'idée, c'est de dire qu'un indicateur de profitabilité doit toujours être complété par d'autres indicateurs. Il n'est pas suffisant en tant que tel. Déjà, réexpliquons ce que c'est la différence entre la profitabilité et la rentabilité. La profitabilité, c'est un indicateur au niveau du compte de résultat. Donc, tout ce qui est compte de résultat, c'est de la profitabilité, c'est du profit. D'accord ? Le résultat net, c'est un profit. Un profit net. En anglais, on dit net profit. Alors que la rentabilité, c'est un ratio. C'est relatif. On parle de rentabilité économique, qui est l'EBIT fois 1 moins le tax rate divisé par le capital employé. On parle aussi de rentabilité financière, qui est cette fois-ci le résultat net divisé par les capitaux propres. Et ce qui est important de comprendre aussi, c'est que quand on dit qu'une entreprise est rentable aujourd'hui, c'est un peu galvaudé en fait. On veut simplement dire que l'entreprise est profitable. Mais en réalité, une entreprise profitable, c'est une entreprise dont, ça dépend, on peut avoir plusieurs niveaux. On parle souvent de l'EBITDA, on peut aussi avoir le niveau résultat net. Une entreprise profitable, c'est une entreprise dont le résultat net est positif. Mais par contre, pour qu'une entreprise soit rentable, il ne faut pas que l'entreprise ait une rentabilité financière positive. Donc je rappelle, rentabilité financière, c'est résultat net divisé par capitaux propres. Il ne faut pas que l'entreprise ait une rentabilité positive pour être considéré comme rentable, parce qu'il suffirait simplement que le résultat net soit supérieur à 0 et on retournerait à simplement dire qu'une entreprise est profitable. Pour dire qu'une entreprise est rentable, ça veut dire qu'elle est plus rentable qu'un indicateur donné. Et dans le cadre d'une entreprise, on dit qu'une entreprise est rentable quand sa rentabilité financière est plus élevée que la rentabilité exigée par les actionnaires. Elle est plus rentable que le coût du capital, autrement dit. Tout ça pour dire que l'EBITDA en tant que tel ne suffit pas, qu'il doit toujours être mis en relation avec la quantité de capitaux qui ont été nécessaires. En fait, finalement, c'est assez lié aux critiques qu'on faisait sur le D&A et sur le taux d'intérêt, puisqu'en fait, ces éléments-là, c'est des éléments qui sont quand même corrélés au montant qu'il a été nécessaire de mettre en œuvre
pour les obtenir. Donc c'est tout pour cette vidéo. Vous avez vu que l'EBITDA finalement c'est un indicateur qui n'est pas parfait, loin d'être parfait, mais qui est considéré comme un bon indicateur en finance. C'est un indicateur qu'il faut regarder évidemment, mais il faut aussi en regarder d'autres. Et donc c'est tout l'objet de cette chaîne, c'est comment on fait de la gestion financière au global. Il n'y a pas d'indicateur parfait, ça n'existe pas. Donc c'est comme ça, il faut faire avec et il faut réussir à optimiser tous ces indicateurs. C'est voilà, avec évidemment des ordres de priorisation évidemment. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé, vous aura plu. Moi, c'était un vrai plaisir de la faire. J'espère que voilà, vous avez appris quelque chose. N'hésitez pas à le dire dans les commentaires. N'hésitez pas à proposer d'autres idées de vidéos. Donc voilà, c'est tout pour moi. Moi, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.